je suis contente. Bon, comme à la maison. Interview. Comme à la maison. C'est comme à la maison. Tu sais que moi, tu me fous du thé, je suis comme à la maison. Ah bah, franchement, mets-toi à l'aise comme à la maison. Trop bien. David, bienvenue dans Avec ou sans sucre. Merci Je suis super contente de te recevoir. T'es pas venu avec ta perruque aujourd'hui? Non. Non. Raison. J'ai pas eu cette chance encore. La prochaine fois, tu reviendras avec dans plaisir. le canapé d'Avec ou sans sucre avec ta perruque. Vous comprendrez pourquoi. Peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas et on va en parler. On va parler après de tout ce que tu as fait dernièrement et de tout ce que tu souhaites faire aussi. Mais premièrement, dans Avec ou sans sucre, on aime bien laisser l'invité se présenter comme il aimerait qu'on le présente. Aujourd'hui, tu aimerais qu'on te présente comment? David Voinson, déjà, c'est important de le dire. Je viens... je sais pas, j'aimerais bien quand même dire, je viens du bassin d'Arcachon, parce que c'est vrai que ça me manque un peu. Donc si quelqu'un me le dit, ça me fera du bien. Okay. Je repenserai un peu à Pascal Obispo. Parce que je te raconterai plus tard, mais il y a beaucoup de souvenirs avec Pascal Obispo. Il nous a lâché un, Pascal Obispo. Ouais, je sais pas pourquoi. Et bah écoute, humoriste, comédien, sur scène et en vidéo. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. Ouais, très bon résumé. Me démarrons par le commencement. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais un petit garçon, toi, tu es né le 5 décembre 1990. 6 décembre. C'est demain. Ah oui, c'est exactement demain ton anniversaire. Et ouais, oui, pas là tout de suite. Non, mais bien sûr, vous vous doutez bien qu'on ne tourne pas le dimanche, le jour de la sortie de l'épisode. Demain, c'est ton anniversaire. Ouais, et j'ai des surprises et je n'aime pas les surprises. Pourquoi? En fait, là, j'ai réalisé que je suis un mec qui préfère faire des surprises qu'avoir des surprises. C'est fou, il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Moi, je serais un peu de ton style aussi. Pourquoi? C'est ce que tu maîtrises pas? Non, parce que déjà, là, j'ai demandé à la personne, je lui ai dit, si c'est matériel, c'est très chiant, parce que du coup, bon, là, on l'a dit en off, mais je viens de déménager, donc je ne sais pas où foutre cet objet, peu importe si c'est une bougie, si c'est une table basse, ça va m'emmerder. Mais par contre, en fait, j'aime bien avoir des surprises. Il y a pas longtemps, on a fait les casinos de Paris, et à la fin, j'ai mon metteur en scène qui m'a offert une paire de Hug, ce qui n'est pas fou en soi. Bah, j'avais limite les larmes aux yeux, j'étais en mode, c'est génial. Ouais. Alors, c'est des Hug, hein, vraiment. Mais écoute, c'était quoi la question? Je sais plus. Non, on parlait que demain c'était ton anniversaire et je te demandais les souvenirs d'enfance que tu pouvais avoir, à quoi ressemblait ton enfance. T'étais un petit garçon comment? Pascal Obispo, le running gag. Écoute, c'était sur le bassin d'Arcachon, je sais pas si tu connais. Un petit peu, mais pas... C'est juste à côté de Bordeaux. Oui, bien sûr, mais après je connais l'ambiance, je connais la vibe qu'il y a là-bas. Ouais. Un truc un peu... Pour moi, c'est hyper chill de ce que je vois. Ouais. C'est hyper chill, c'est nature détente. C'est même trop. Ah. C'est même trop parce que c'est long l'hiver là-bas. Moi, après, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est pour ça? Ouais, totalement. Et puis la moyenne d'âge est vraiment de 112 ans. Et je le dis dans le spectacle, mais c'est vraiment la référence des viagers là-bas. Mais j'adore, hein. Mais c'était très calme. Ceci n'empêche pas cela. Mais oui. Il faut le dire quand même. Mais en fait, j'ai grandi là-bas et je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue de grandir là-bas une fois que je suis arrivé à Paris, que j'ai vécu à Paris. Tu te rends souvent, moi c'est mon problème, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir quelque chose ou de vivre quelque chose une fois que c'est passé. Je suis un mec, donc c'est souvent ça. Les femmes aussi, ça peut nous arriver. Moi aussi, j'ai vu la beauté de la... Alors moi, je viens de Dunkerque, tout le monde crache sur cette ville. Oh là là, le nord de la France, il fait moche. La mer, elle est moche, c'est horrible. Je me rendais pas compte de la chance que j'avais de vivre là-bas quand j'étais... plus jeune, et maintenant ça fait 12 ans je crois que je vis à Paris, et comme ça me manque, et comme j'aime retourner là-bas parce que j'ai déjà une attache aussi, et puis c'est beaucoup plus, je pense que tu vas dire la même chose que moi, mais c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus sain aussi. Paris c'est prenant. Il y a du bruit, il y a du monde. Bon, toi, en plus, tu fais un métier où tu montes sur scène, où tu vois beaucoup de gens viennent te voir. Il y a beaucoup de pression aussi dans ta vie. Mais du coup, qu'est-ce que tu te dis quand tu repenses à ces moments de ta vie? Écoute, j'étais beaucoup frustré là-bas. En fait, il y avait surtout une attente parce que j'ai voulu faire ce métier très tôt. J'ai commencé la batterie, j'avais 4 ans, donc en fait depuis tout petit, les voisins m'ont chié. Ils détestaient votre famille. Je sais pas, ils ont rien osé dire parce que vu la gueule de mon père, ils n'osaient rien dire. Mais en fait, je devais être musicien pendant très longtemps. J'étais dans un groupe de musique, etc. Donc j'ai fait de la musique pendant très longtemps. Et la comédie, c'est arrivé à 15 ans. Donc en fait, pendant toute cette période d'enfance et d'adolescence, je voulais être sur scène et je voulais faire ce métier. Et on m'a pas arrêté de me dire, je pense que quand toi tu étais à Dunkerque, c'était pareil, tout se passe à Paris, les opportunités sont à Paris. Et du coup, nous, on y croit.
Et la plupart du temps, c'est le cas, tu vois. Mais bon, après, tu te rends compte qu'avec les réseaux, etc., tu peux rester chez toi. Parce que c'est bien développé aujourd'hui, mais ceci dit, il y a encore 15 ans, 10 ans même. C'était compliqué. Même avec juste Facebook, c'était compliqué. Bien sûr. Ouais, c'était compliqué. Mais du coup, c'était ça, cette envie que dès petit, je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie d'être sur scène et tout. Et moi, mon père s'occupait de la sécurité dans un théâtre à Arcachon, qui s'appelle l'Olympia d'Arcachon. Et en fait, quand j'étais petit, je l'accompagnais toujours. Et donc, la plupart de mes souvenirs, c'est vraiment avec lui dans ce théâtre. Et c'est aussi en parallèle aller au lycée, sécher les cours pour aller sur la plage. Je pense que tu as peut-être connu ça aussi. Alors moi, première de la classe, je n'ai jamais séché les cours. Jamais de ma vie. Ah, je te détestais. Ouais. Non, mais alors c'est marrant parce que tout le monde dit ça. Et ben non, parce que moi, je donnais quand même les réponses et tout, tu vois, à mes copains. J'étais la première de la classe, mais t'étais pas elle qui, comme ça, levait la main comme ça? Comme ça? Ah, quelle angoisse. Mais... Même au lycée? Ah non, un peu moins. Est-ce que t'étais un peu... Au lycée, j'étais plus la première de la classe. J'étais là en genre 3 4e. T'étais avec ton groupe de copines? Bien sûr, mais on était je les embrasse d'ailleurs, les Six Mel. Les qui, quoi? Les Six Mel, qui sont toujours mes meilleurs amis aujourd'hui. Ah, ça par contre, c'est beau. Ah, bah, c'est toujours mes meilleurs amis aujourd'hui. Moi, j'étais au Radiateur. Nous aussi, on était au Radis. Oh, mais les filles, c'est fou, je sais. Dit Radis? On était au Radis. Ah ouais, t'es vraiment un stade élevé. On l'appelait en fait, de peste. Non, parce que tout le monde nous aimait, parce qu'on était cool. On était des meufs, franchement, mes copines, enfin mes amies, j'aime pas dire mes copines, mes amies, c'est des bêtes de meufs, c'est des bêtes de nanas, c'est des bêtes de maman aujourd'hui. Enfin, vraiment, c'est comme ma famille. Et non, on n'a jamais été les pestes, on était le groupe de copines sympa, vraiment cool, mais on était des bonnes élèves. Donc moi, j'ai jamais manqué les cours, j'ai jamais séché les cours. C'est vrai? Toi, tu séchais les cours pour aller à la mer? J'ai séché les cours, ouais, j'ai beaucoup séché les cours. Parcours scolaire comment? Putain, sur un malentendu, j'ai eu mon bac. Je l'ai eu à 10,11, je te jure, et je vais te dire un truc, la veille, je me souviens très bien, dans ma chambre, je fixais le ciel et j'ai prié, écoute-moi bien, Jésus, Mahomet, j'ai prié tout le monde, Bouddha, je me suis dit, je sais pas, on va prier tout le monde. Et je l'ai eu à 10,11. Et je me souviens... Bah si, j'ai bossé, mais... En fait, le résultat, je voyais des gens qui étaient meilleurs que moi et qui ne l'avaient pas. Et du coup, je t'envoie, attends, il y a peut-être une douille là. Et du coup, je suis parti vite. J'ai pris mon diplôme et je me suis barré très vite. Je me suis dit à tout moment. On vient me rattraper. Exactement. Et donc, non, bah, je l'ai eu. Mais je savais direct que c'était la scène que je voulais faire parce que j'ai commencé en seconde, le stand-up, les comedy clubs. T'as commencé comment? T'es tombé dedans comment? Alors, exactement. Depuis tout petit, je regardais les sketchs de Franck Dubosc, que j'avais les DVD de GAD, des petites annonces de romantiques de Franck Dubosc. Est-ce que tes parents aimaient ça aussi? Ouais, ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Et puis moi, je me souviens d'une époque où... Putain, d'une époque, j'ai 40 piges. C'était on vieillit, finalement. Ah, c'est fou. Non, mais je me souviens qu'en fait, mes meilleurs moments en famille, c'était devant la télé, où on critiquait les gens à la télé. Je te parle d'émissions où tu peux critiquer, où tu sais que tu n'iras pas en enfer. Des émissions genre Confessions intimes. Ouais, d'accord. Voilà, tu vois. Aujourd'hui, il y a d'autres émissions où moi, je sais que j'irai en enfer parce que ça me fait du bien de critiquer les gens. Parce que je me rappelle que moi, ça va, ma vie, elle n'est pas si éclatée que ça. J'adore les reportages le dimanche après-midi. Je me fais une cure parfois, je vais pas bien, je regarde. Comme à la Dunkerque, finalement. Oh et non donc... T'arrêtes, je peux pas le... Je t'aime beaucoup, moi je peux pas te laisser dire ça. Oui, mais tu connais Julien Bing? Bien sûr, je connais Julien. Oui. C'est un très bon pote à moi et il m'a fait aimer Lille. Il faut que tu me fasses aimer Dunkerque. Il faut savoir que c'est rigolo que tu connaisses Julien et qu'on parle de lui, qui est venu d'ailleurs dans Avec ou sans sucre lors de la première saison, qui n'était pas filmé, mais vous pouvez toujours retrouver l'épisode en podcast audio. Julien a fait un sketch au mariage de ma cousine, qui est comme ma sœur, et il a fait un sketch en parlant de moi, parce que j'étais en tournée avec Matt Pokora à l'époque, et il était là, et il a fait un sketch sur moi à un moment donné, donc c'est très rigolo cette connexion. Comme quoi. Voilà, Julien, on t'embrasse. Ah, c'est fou. Ouais, c'est assez dingue. Mais en gros, les meilleurs souvenirs que j'ai avec ma famille, il y en a d'autres évidemment, mais c'était vraiment, j'ai des souvenirs très précis de je voyais mes parents rire et tout, et c'était vraiment celui qui faisait la meilleure punchline. Et ça fait longtemps que je me suis pas souvenu de ça. Mais oui, c'est vrai, il y avait mon frère qui était sur le canapé allongé, mon père allongé, tout le monde était allongé en fait. C'était un bon moment en fait. Ouais, c'était drôle. C'était drôle. Et au-delà de ça, moi, ça me faisait du bien, tu vois, de rire. Moi, après, depuis tout petit, je faisais des spectacles. Florent Père en a parlé aussi. Et moi, je crois que c'était pire. Je faisais payer, je sais pas s'il faisait ça. Je faisais payer mes parents et mon frère pour qu'ils viennent dans ma chambre. C'était combien? Je sais plus. C'était des vrais sous? Tu demandais des vrais sous ou des faux sous? Ouais, je crois. Non, je crois. C'est drôle. Ouais, l'oseille.
Toujours. Dès le début, tu savais très bien qu'il y avait une production derrière. Quand tu regardes Confessions intimes, après tu penses à l'oser direct, hein, je te le dis. On a vite fait le rapprochement. C'est marrant d'avoir cette envie comme ça si jeune, alors qu'au final, toi, personne n'est monté sur scène en fait dans ta famille. Non, mon père voulait faire de la musique. Ma mère, me l'a dit plus tard, voulait aussi être comédienne. Même ses sœurs, elles sont 5 sœurs, donc c'est les L5. Pour le coup, c'est pas les 6 comme tes potes. Mais elle voulait aussi faire de la comédie. Ils n'ont jamais eu la motivation, je sais pas. Après, je pense que c'était une période, tu sais, où les parents, donc nos grands-parents, étaient plus méfiants et connaissaient pas du tout. Ouais. Moi, j'ai eu le juste milieu entre les encouragements et la méfiance. Donc, j'ai beaucoup eu cette chance avec mes parents. Quelle fierté pour tes parents de voir ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, ils sont rassurés. Mais il y a toujours des problèmes. Tu le sais très bien. Et j'ai envie de dire, parce que nous, on fait des métiers artistiques, mais il y a des métiers plus classiques où quand tu as l'impression que ça va, il y a d'autres emmerdes à d'autres échelles. Je pense que plus tu montes dans ce que tu fais, plus il y a d'autres problèmes que tu n'aurais pas imaginé quand tu étais en bas. Tu vois ? À quel moment, justement, tu montes ? À quel moment tu as cette sensation, ce sentiment que ça y est, il y a un truc qui est en train de se passer et ton rêve est à ta portée, là ? Ça a été... Je pense ça a été vraiment le fin du confinement. Donc, c'est très récent. Donc, premier confinement, donc on se remémore c'était 2020. Cette partie de vie, c'est ça. Ouais. C'était mars, avril, mai 2020. Exactement. Et moi, c'était plus vers septembre. En fait, en gros, j'ai commencé à 15 ans, donc ça faisait... je sais pas, faut faire le calcul, je suis très mauvais. T'inquiète pas, on va le faire. Bon, t'as capté. Mettez pause sur la vidéo, faites un petit calcul et revenez. Et en fait, quand j'étais à Paris, je galérais à remplir mes salles de spectacle. J'étais au Petit Palais des Glaces, c'était une salle de 90, et il y avait au maximum 22 personnes dans les meilleurs soirs. Donc c'était très compliqué, mais je me suis dit, en tant qu'humoriste, Paris, c'est normal. Il y a du monde sur la scène. Exactement. Il y a beaucoup de petites têtes, peut-être. Ceux qui ne sont pas parisiens ne le savent pas. Ceux qui sont parisiens, d'ailleurs, peut-être pas non plus. C'est qu'il y a... faudrait faire un référencement de savoir combien de théâtres il y a et combien de pièces se jouent par soir. Ouais, mais surtout combien de comédie clubs. Aujourd'hui, tu as une pizzeria, tu peux faire un comédie club dans des pizzerias. J'ai joué devant des gens qui mangeaient, dans des caves, dans des... C'était dingue. Ces moments-là, tu as voulu abandonner ? Il y a eu un jour où je me suis dit, je vais réduire les comédie clubs, je vais arrêter parce qu'il faut que je trouve une autre solution. Et ça a été le jour où une production m'a découvert. Et ça, c'était fou. J'avoue, c'était fou. Ça se passe comment ? Ce soir-là, comment ça s'est passé ? J'étais dans une cave d'une synagogue juive qui faisait des comédie clubs. Donc déjà, c'est un camoulox, cette phrase, elle toute seule. Et j'étais avec un pote qui s'appelle Édouard Deloignon aussi, que j'encourage à regarder. Et on était dans cette cave. Lui, il faisait 1m90, donc il était sur la cave. C'était une poutre. Je connais pas ce problème, moi, tu sais. Oui, moi non plus. Je fais un petit quand même. Et bref, et je fais ce sketch et tout. Et le lendemain, il y a une jeune femme qui me dit on aimerait beaucoup te rencontrer pour faire un showcase. Donc, showcase, c'est pour faire le spectacle. Et pour l'anecdote, moi, c'est Kev Adams qui m'a donné envie de faire ce métier, en grande partie. Et ça a été la première production, la première boîte de prod de Kev. Donc, je me suis dit, il y a un signe quand même. Wow. Et donc, j'ai commencé cette aventure avec eux. Et au fur et à mesure, ça s'est bien goupillé, quoi. Mais j'avoue qu'à la fin du avant le confinement, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que je galérais à remplir et je suis pas fan des comédie clubs. Je trouve qu'il y a trop de concurrence. Je suis pas le plus à l'aise dans les comédie clubs. Certains le font beaucoup mieux que moi. J'en ai parlé à Gad il y a pas longtemps et il m'a dit mais comment tu arrives à faire sans comédie club ? Je lui ai dit j'ai la chance aujourd'hui qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui viennent me voir par rapport au spectacle. Et je suis beaucoup plus à l'aise dans le spectacle qu'en comédie club. Ouais, bien sûr. Lui, il a une autre mentalité sur ça. Il est fan de comédie club. Tu peux retrouver Gad Elmaleh à Dunkerque à 21h un mardi. C'est vrai. C'est un peu sa drogue et tant mieux. Hein. Mais il en faut pour tout le monde aussi. Je suis pas dans ce délire-là. Et j'avoue que le confinement, avec les vidéos, ça m'a amené un autre public. Et en septembre, quand tout a réouvert, j'ai trouvé une vraie DA, une vraie direction dans ce que je voulais dire dans le spectacle, avec les relations garçon-fille, avec le côté blonde, avec le côté charreau aussi dont je parlais en vidéo. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, en fait, il y a plus de monde qu'avant. Et je me suis senti apaisé. Tu vois, c'est comme quand tu galères au bout d'un moment, tu sais que tu n'y es pas arrivé, mais tu te dis, ok, je peux relâcher un peu là. Ouais. Et après, tu te rends compte qu'il faut accélérer. Donc, tu continues. Mais c'était ce moment-là, ouais. En fait, finalement, le confinement a eu du bon. Enfin, on va en tirer du positif. On va essayer, en tout cas, d'en tirer du positif. Toi, aujourd'hui,
Tu as 770 000 abonnés sur Insta, 1,4 million sur TikTok. J'imagine qu'avant le confinement, c'était pas autant. Non. Et il y a eu vraiment un switch grâce à toutes tes vidéos. Est-ce que tu t'es dit, OK, je vais optimiser ce temps où je peux pas jouer? Comment je peux faire pour continuer à jouer? Je vais utiliser les réseaux sociaux. C'est venu assez naturellement? Ouais, je faisais des vidéos depuis tout petit. Je me souviens, j'étais au collège, je faisais une parodie d'OSS 117. Il n'y a aucune archive, vraiment, parce que dommage, on vous aurait mis le lien cliquable sous la vidéo. Je faisais même des vidéos à la batterie, je m'appelais David Drums. Parce que oui, t'as bien fait de rigoler, je te déteste. Mais c'est mes initiales et Drums, et j'avais mis officiel sur mon Skyblog. Oh, wow. Voilà, j'avais un Skyblog. Déjà le Skyblog, waouh. Rien qui va. Mais ouais, je faisais donc les vidéos, c'est venu. J'arrivais à monter depuis tout petit. Ok. Et je continuais à faire les vidéos parce que je voyais des gens qui arrivaient très bien. Je parlais de Maxime Gasteuil notamment, qui faisait des face cam. Et donc je me suis dit, ça c'est génial, mais je pensais jamais que je pouvais faire ça moi aussi. Devant la cam, parler tout seul, je me suis dit, mais je vais me faire défoncer en commentaire. Si tu m'avais dit il y a 4 ans, tu vas porter une perruque blonde, je t'aurais dit non. C'est arrivé d'où alors cette perruque blonde? Comment? D'un coup, comme ça? Je voulais faire des vidéos garçons-filles. En fait, la première idée, c'était je voulais faire une vidéo sur les filles petites. Alors, plus petites que toi. Ça existe? Je sais pas. Tu mesures combien? Non, on peut pas le dire. Bien sûr, je le dis. 1,63 m et demi. Ah oui, mais il y a plus petit. Ouais. Oui, il y a des commodes. Hein. Oui. Et je parlais de ce genre de filles-là où c'était mignon parce que tu peux faire un porte-clés, tu fais saute-mouton avec elle. Donc ça, c'est super. Et en fait, je voulais illustrer... Je m'imagine un porte-clés comme ça, accroché. C'est génial. Accroché tu mets comme dans ça, la tu sais. poche et tout. C'est trop bien. Bah oui, tu es fou dans une valise. Et donc, je voulais faire une vidéo là. Ça a été pas cette perruque-là, mais je voulais illustrer la fille d'une certaine manière. Et moi, j'étais fan depuis tout petit des Likaku, de Gad avec Chouchou. Donc, je me suis pas dit, j'ai aussi envie d'avoir ce personnage-là, mais je me suis dit, c'est possible. Un homme qui se déguise en fille et qui la parodie pas trop non plus avec une voix. Bon, t'écoutes la voix de la blonde, c'est quand même compliqué, mais je voulais faire ça. Et la blonde est arrivée au fur et à mesure, ouais. Tu nous parlais tout à l'heure de Kev Adams, de Gad Elmaleh. C'est des gens que tu as admirés, des gens qui t'ont donné aussi envie de faire ce métier. Après, c'est des gens que tu as rencontrés. Ouais. Il me semble que tu as fait t'as fait des premières parties de Kev. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que quand tu te retournes sur le petit garçon que t'étais, tu te rends compte? Ou alors vraiment, tu nous disais ça aussi tout à l'heure, que tu mets souvent du temps avant de réaliser ce que t'avais, ce que t'as. J'ai pas forcément envie de m'en rendre compte, là, à l'heure actuelle. Okay. Parce que je pense que ça va être me reposer sur des acquis et j'en parlais d'ailleurs il y a pas longtemps avec Kev. Je suis sorti de scène et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit j'arrive pas à profiter du moment. En fait, on a fait la Femina, donc c'est une des plus grosses salles à Bordeaux, et on a fait la captation du spectacle qui est genre sur Prime 23 décembre. Et j'étais content, c'est un accomplissement, c'est un truc trop bien. Et donc j'étais très content, hein, très ému, je me chialais à la fin. Et je sors de scène et je me dis ok, c'est bien, mais je pense tout de suite à l'après, à dire ok, ça c'est bon, vas-y, il faut que je pense à d'autres trucs. Est-ce que tu as peur que ça s'arrête? Je sais pas. Oui, parce que j'ai pas fait encore tout ce que j'avais à faire. Je pense qu'il y a un moment où même moi j'en aurais envie. Je vais pas tirer non plus sur le truc. C'est quoi ce que tu as envie de faire? Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est-à-dire... c'est con, mais j'ai pas envie d'avoir des obligations. On a la chance, je pense, de faire un taf où on n'est pas obligé de se lever à des heures précises tous les jours. On n'est pas obligé de dire bonjour à la même collègue de boulot chiante tous les jours ou aux collègues de boulot chiants qui puent de la gueule dès le matin. On n'est pas obligé de faire tout ça. Donc j'ai vraiment envie de me faire, de faire ce qui me fait vibrer. Donc continuer pour l'instant, c'est faire des vidéos, monter sur scène, écrire des longs formats, des courts formats, tu vois, essayer de faire ça. Maintenant, je me dis le jour où ça va s'arrêter, ça s'arrêtera. Tu vois. Le jour où j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je me force pas. Tu es en tournée, d'ailleurs, j'allais dire tu pars bientôt en tournée, mais non, tu y es. Tu es en tournée depuis un petit moment déjà. Tu es resté à Paris en résidence combien de temps? Tu étais au Casino de Paris? Là, on a fait 4 jours. Ouais. 4 jours full, Casino de Paris. 4 jours full. Ouais, c'est trop incroyable. Ouais. C'était ma plus belle salle à Paris. 4 jours au Casino de Paris, c'est dingue. C'était trop Toi bien. qui galérais à remplir des salles. Non, mais tu vois, c'est beau aussi de se rappeler ça. Te dire que tu jouais devant 22 personnes, et ce qui est déjà super, hein, tu vois, c'est un début. Ouais. Et quand tu te retournes là-dessus, le garçon qui n'arrivait pas à remplir une salle à plus de 22 personnes remplit
Et ça, c'est cool. Et j'ai la chance d'avoir un entourage qui n'a pas bougé et des gens qui étaient là depuis le début. Je dis pas ça parce que je me méfie des autres et tout. Franchement, j'y crois vraiment à moitié. T'as pas peur que les gens soient là par intérêt. Je pense que tu vois ces personnes-là. Tu le vois très rapidement. Et tu peux avoir des intérêts en commun. Si elle est là par intérêt, tu peux toi aussi avoir des intérêts pour la personne. Donc ça, moi, j'y crois pas. Mais j'ai la chance de... Tu vois, je parlais d'Edouard tout à l'heure. Il a fait mes premières parties au Beau-Saint-Martin. Beau-Saint-Martin, c'est une salle de 60 places. À République, à Paris. Ça, voilà, République, exactement. Et c'était cette salle où j'étais après le confinement. Donc cette salle où on a vraiment construit le spectacle actuel. Okay. Et donc, c'est un gars où quand tu vas dans les loges avec lui au Casino de Paris, on se rend compte de l'avancée, on se rend compte du chemin, on s'en rend compte pendant 10 minutes et après on passe à autre chose. Okay. Tu vois, ça, c'est super important. Mes parents qui sont venus aussi, ils se rendent compte du truc, mais ils savent les à côté, c'est pas tout rose. Ah non, alors nous, on est là pour envoyer dans nos métiers, hein, que ce soit le tien, le mien, que ce soit tous les métiers artistiques, on est là pour envoyer de la joie. Ouais. Mais derrière tout ça, évidemment qu'il y a plein de galères. Ah, bien sûr. Mais par contre, tu me verras jamais parler de ce genre, des galères, que j'ai pas du tout envie. Je vois pas mal de reportages, de séries, d'interviews de gens qui disent « Ouais, mais c'est pas facile ». Là, je te le dis comme ça, mais jamais je vais m'étendre sur ce sujet parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui en chient vraiment dans la vie. Et même, je pense à mes parents et tout, où parfois on gagne, nous, une somme d'argent qui est assez importante et tu te rends compte que des gens doivent travailler pendant 1 mois, 2 mois pour faire ça. Donc moi, je ne peux pas me permettre de me dire « Ouais, c'est compliqué, j'ai une vidéo à faire, je galère, je ne trouve pas l'inspiration. » Et tu vois, et j'en parle pendant 10 minutes. Il y a un gars, il se lève à 6 h du matin et il est sur un chantier où j'en sais rien. Et donc, voilà. Mais donc, j'essaie de me rendre compte de cette chance-là. Et dès que j'ai des problèmes, je garde ça pour moi et j'en parle à des gens qui peuvent être concernés. Tu te projettes comment, là, dans les mois à venir, donc la tournée? Ouais. Mon canapé qui arrive fin janvier. Le fameux, hein, puisque tu es en train de déménager. J'en peux plus. Les délais de livraison, c'est un enfer. C'est super long. Je vais sur des sites, il y a marqué 6 à 8 semaines. Putain, mais je suis Ah bah oui, c'est un canapé. Et moi, j'aurais déménagé, moi, dans 8 semaines. J'aurais redéménagé. Oh, mais c'est chiant. On vous met en cliquable, hein, bien évidemment, le lien pour prendre vos places pour la tournée. Je donne comme ça 2 dates. Tu seras à Toulouse le 2 avril 2025. Ouais. C'est ouf de se dire le 2 avril 2025. Je sais que tu seras à Toulouse. Le 14 mai 2025, tu seras à Aix-en-Provence. Voilà, il y a plein de dates, donc n'hésitez pas à prendre vos places jusqu'à fin 2025. Ça te fait pas peur, toi, de te dire que tu sais... parce qu'on a des métiers quand même où on aime bien... Il y a du changement, c'est ce que tu dis, justement. On n'a pas envie de devoir dire bonjour tous les matins à la même personne. Mais ça te fait pas peur de savoir que déjà dans 1 an, tu seras là-bas, de projeter comme ça? Ça te rassure? Ah ouais, non, ça me rassure. Et en fait, c'est comme des dates. C'est comme des rendez-vous avec les gens. J'ai hâte, je suis un peu excité, un peu stressé, mais j'ai hâte de les voir. Il y a des soirs où je suis un peu fatigué, où j'ai pas forcément envie, c'est un grand mot. Évidemment, j'ai toujours envie, mais il y a un truc où j'ai pas envie d'être en automatique. Et je vois parfois des DM, donc des messages privés pour les viagers qui nous écoutent, de gens qui me disent ouais, ça fait 8 mois que j'ai ma place. Et je peux dire attends, ces gens-là, je peux pas les décevoir à ce niveau-là, tu vois. Donc ça me fait plaisir. Et sur scène, je me rends compte de l'avancée que j'avais, tu vois. J'ai joué à Monaco, on va jouer à Tahiti en février. Et tu m'aurais dit ça sur le bassin d'Arcachon, je galérais à écrire des textes, je suis en mode, ok, donc c'est quand même sympa. T'es encore stressé aujourd'hui quand le rideau s'ouvre? Non, je suis stressé pour la suite, stressé de trouver de l'inspiration et des nouvelles choses, mais pas stressé sur scène. Comment tu fais pour écrire un spectacle? Comment ça devient? Ça prend du temps, la création? T'as un carnet? Je sais pas, moi je m'imagine un carnet où on écrit plein de choses. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Il y a eu ça, il y a eu cette période-là, maintenant il y a les notes sur le téléphone et sur le Mac. Oui, ça c'est un petit peu... Pardon, moi je suis un peu viagée du coup. Mais non. Tu peux avoir un bloc-notes après. Hein. Mais moi, vu que je change et que je rectifie souvent les trucs, ce serait tout noir. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est souvent par rapport à une idée profonde. Je sais déjà l'idée du 2e spectacle. Okay. Je sais où j'ai envie d'aller. Mais c'est long évidemment. Et après, tu parles avec d'autres gens. Moi, j'ai un co-auteur avec qui on va continuer de bosser ensemble. Et les vidéos, c'est différent. En vidéo, c'est vraiment... je suis tout seul à écrire, à tourner, à monter, parce que j'ai envie d'avoir ce contrôle-là sur les vidéos. Quel taf? Oui, mais après, ça va vite, en vrai. Ça fait peur, un 2e spectacle, quand on sait que le premier a cartonné? Ouais, ça fait peur de fou. Ça fait peur parce que en fait, quand on fait des séances photos à la fin des spectacles, tout le monde dit « Ouais, vivement le prochain, je vais revenir et tout ». Je suis en mode « Ouais, yes ». Et j'ai pas envie de les décevoir, tu vois.
mais c'est encore une fois, c'est comme un deuxième date. Hein. Quand le premier se passe bien, tu dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus, mais en même temps pas too much, mais en même temps faut pas que je déçoive. Donc oui, ça fait un peu peur, mais j'ai déjà de la chance de me dire il y a des gens qui me soutiennent et qui me suivent en majorité pour ce premier spectacle. Ils vont revenir en majorité pour le deuxième, donc tant mieux. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la partie où tu es sur scène, mais tu as une autre casquette aussi, puisque tu as écrit pendant le confinement une série qui s'appelle En Terrasse, dont la deuxième d'ailleurs saison est disponible sur Amazon Prime. On vous mettra le lien. Tu fais bien la promo, j'adore. Et non, mais avec plaisir. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu cette série que tu as écrite pendant le confinement qui s'appelle En Terrasse et qui est une série que tu as imaginée aussi avec ton meilleur ami dedans, si oui, exactement. Et tu joues dans cette série aussi, tu fais plein de trucs. Ouais, et je faisais les cafés également. Le gars a écrit, joue, pris son meilleur ami. Oh. Là, c'était trop bien. En fait, confinement, j'étais chez mes parents sur le bassin, mais ça me manquait d'aller en terrasse avec mes meilleurs potes et se raconter nos problèmes au boulot, de famille et surtout nos problèmes de cul. Parce que généralement, en terrasse, tu parles très peu de boulot, mais surtout de cul. Donc, on va pas se mentir. Et ça me manquait de fou. Et j'ai vu, en fait, aussi sur mes réseaux sociaux que les gens qui identifiaient plus leurs amis, que ce soit garçons et filles, c'était des sujets par rapport à la terrasse. Okay. Par rapport au fait de sortir, de boire des verres, d'être avec des potes. Et donc, je me suis dit, il y a un truc à faire. À la base, je voulais juste faire une vidéo comme je fais souvent. Et l'idée de En Terrasse est arrivée assez vite. Et donc, en fait, le pitch, c'est ces 3 meilleurs potes qui se retrouvent en terrasse et qui se racontent un peu leurs histoires. C'est une série vraiment sur l'amitié, où il y a plein de déboires et il y a plein de guests dans cette deuxième saison. On a eu Philippe Catherine, il y a Samy Oladito, il y a Elodie Pou, enfin bref, il y en a énormément. Et j'ai casté mon meilleur pote. On a fait un casting pour trouver ma meilleure pote et mon meilleur pote. Ma meilleure pote, du coup, c'est Diane Segar. Et mon meilleur pote, je l'ai casté, qui s'appelle Florent Aloncius, et c'est un Bordelais. Et donc je lui ai dit, on galère à trouver le comédien là parce qu'il n'y a pas trop d'alchimie. Il m'a dit, ah ouais, ok. Je lui ai dit, viens peut-être jouer. Il me dit, ouais, vas-y, je viens. Et en fait, il y avait une telle alchimie entre nous et il joue vraiment bien. Donc il n'y a pas eu de pistonnage, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ah, bien sûr. Ouais, voilà. Mais c'était très cool de vivre cette aventure tous les 3, c'était trop bien. 2 saisons canon. Maintenant, on attend les retours des gens, donc voilà. Quelle fierté ça doit être d'écrire, d'imaginer comme ça dans sa chambre, enfin j'en sais rien, mais d'imaginer dans un cercle très fermé une série et de se dire que celle-ci finalement va prendre vie, en fait, qu'une idée arrive à prendre vie. C'est surtout fou. C'est ouf. Surtout fou, en fait, se dire, je me souviens très bien, parce que moi j'étais sur mon ordi, j'étais encore dans ma coloc dans le 92, en banlieue parisienne, et j'écris ce truc d'En Terrasse, je me souviens très bien de l'écrire en noir, en titre, Police 25. Et donc, et après, je me vois. Oui, exactement. Et je me vois des mois plus tard sur le plateau avec un perchman, avec un accessoiriste, et je me dis, attends, ça va beaucoup trop loin comme idée là. Mais c'est comme toi, quand tu as fait ce podcast, je pense que c'est des trucs qui prennent vie, et quand tu as des équipes autour de toi, ça fait du bien, tu es rassuré, il y a une petite pression, mais en même temps, tu dis, c'est sympa. En fait, je me suis surtout dit, si avec cette simple idée, on arrive à faire tout ça, avec d'autres idées, je peux faire plein de choses. Je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que tu as envie de faire, justement ? La comédie romantique. Ok. Je suis en train d'écrire... Sur quelle plateforme, du coup ? Bon, alors là, peu importe. Ce serait plutôt entre guillemets du digital, du cinéma. J'aimerais bien. J'aimerais bien cinéma. Où on parle de plateformes Netflix, Prime. Faut que je dise Prime parce que sinon ils vont me faire la gueule. J'ai des parts chez eux. Non, mais peu importe. Mais j'aime beaucoup les comédies romantiques. Ça te titille un peu. Ouais. Okay. En fait, j'ai appris à jouer En Terrasse avec des petits rôles comme En Famille sur M6. Et ça m'a vraiment motivé à me dire, j'aimerais bien aussi aller dans cette direction-là. Mais sans quitter la scène ? Sans quitter la scène, sans quitter la blonde, sans quitter, pour l'instant, on va essayer d'allier tout ça. Tu veux rajouter des cordes à ton arc ? Ouais. Et la livraison de suivi de mon canapé, très important, même. jusqu'à la 3e semaine de janvier. Je vous en supplie. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui, dans ta vie ? J'allais rebondir sur le canapé. Alors, je te dirai ça quand j'aurai reçu mon canapé. Putain, les bons délais de livraison. Tu sais, quand le livreur a dit entre 8h et 10h, et il vient même 17h. pas. Mais non. Le lendemain. L'autre, il met 14h, 17h, il m'appelle à 8h, je peux venir à 9h. Mais ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, tu me dis mardi au lieu de jeudi. Ils sont cons, mais je les aime bien, mais bon, c'est long. Non, ce qui me rend heureux, ce qui me fait vibrer vraiment, c'est comme je te l'ai dit, d'être épanoui dans ce que je fais, de ne pas avoir cette obligation de faire des choses. Ouais. Mais ça passe par un stress et par une anxiété. Tu vois, je suis très content de
de publier des vidéos, de monter sur scène, mais très anxieux de me dire il faut que je fasse des vidéos, il faut que j'écrive un nouveau spectacle. En fait, tu as un juste milieu. Ouais. T'as la pression de la suite. Oui, mais je pense que c'est la vie de chacun, en fait. On est très content de certaines choses, mais on sait qu'il faut qu'on en chie pour avoir ces choses-là. Ah, bien sûr. Tu vois. Tu te vois où dans 10 ans? J'aurais 37 ans. Non, j'aurais 25 ans. J'aurais 37 ans. Waouh. Je me vois avec une femme, déjà. 06 86 22. Je me vois... j'allais dire avec des enfants, mais ça, j'en sais rien, franchement. Je me vois heureux, propriétaire, qui invite mes parents... ils vont être ici encore sur le bassin, il va falloir que je paye l'aller-retour. Moi, je les invite en visio. Avec un canapé que tu as reçu. Exactement. Non, je me vois soit sur scène, soit sur un plateau de cinéma, soit sur les deux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me fait vibrer le plus. Ce qui est cool dans ta réponse, à mon sens, c'est d'avoir émis le fait d'avoir une vie personnelle. Ouais. En fait, parfois, on oublie aussi ce truc de... il a une vie aussi, au-delà des caméras et au-delà de la scène. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que j'aime ce podcast. C'est aussi se dire, j'adore mon travail, j'adore mon métier, mais avoir une vie, tout simplement une vie, en fait, à côté. Toi, tu arrives à lâcher parfois, toi qui travailles aussi avec les réseaux, est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi, à genre lâcher ton téléphone et à vivre que pour toi, sans penser à ton taf, ou alors c'est vraiment tout le temps dans ta tête? J'essaye. Là, pour te dire, à l'heure où on parle, ça doit faire une semaine que je n'ai pas publié de vidéo. Alors qu'il y a une série qui est sortie. Tu vois, j'ai fait un plateau télé, c'était très cool. Mais je suis anxieux de me dire, putain, c'est super long là. Alors que les gens s'en foutent, vraiment. Ils sont en mode, ok, pas grave, tu vois. Donc il y a cette pression-là. Mais j'essaie de prendre un maximum de recul, tu vois, et je me rends compte que ce dont j'avais envie il y a quelques années, c'est plus du tout ce dont j'ai envie actuellement. Je voulais faire plein de comédie clubs tous les soirs, être sur scène tous les soirs, avoir des interviews tous les jours. Là, je réalise en fait que les interviews, je m'en fous un peu et que je sélectionne vraiment celles qui me font kiffer. Parce qu'il y a des gens qui ne font très peu d'interviews et qui sont toujours au top. Je pense notamment à Florence Foresti. Bien sûr. Elle, pour moi, c'est le parfait exemple, où tu la vois pas. Jean-Jacques Goldman, il est plus là depuis 1902. On écoute encore ses chansons bourrées à 2h du mat. Ouais. Et Dieu sait et on les chante mal. Non, on essaye de les chanter, c'est ça. Ah ouais, Céline Dion, on t'embrasse aussi. Oh, Céline, bien sûr. Voilà. Je pense que ce canapé a vécu des soirées, je pense. Avec des Céline Dion. Quelque peu. Non, mais voilà, en fait, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est pareil pour le perso. En fait, j'en parle aussi dans le spectacle, mais le côté Charo, ça m'a fait réaliser que c'est sympa d'enchaîner les films et des papouilles avec la même personne tous les soirs, c'est bien aussi, tu vois. Donc, il y a des trucs qui me font changer au fur et à mesure du temps. Est-ce que je peux me permettre de te dire Pascal Obispo? Ah, j'adore. Vas-y. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Déjà, il est chauve comme mon père, donc j'ai un premier point en commun très important. Non, tout simplement parce qu'il vient du bassin et parce que mon père a fait beaucoup la sécurité de ce gars-là. Ah, waouh! Et je l'ai un peu... Tu l'as rencontré du coup plusieurs fois? J'ai une photo quand j'étais très jeune avec lui. J'aurais dû la prendre. Moi, je suis bien jeune, lui, il est bien chauve. Je me souviens, ces moments-là, mais c'est un peu la référence sur le bassin d'Arcachon. Après, il y a une nouvelle référence des Frérots de la Vega. Oh oui, bien sûr. Avec Jérémy Frérot, mon bébé. Si tu me regardes, je t'aime d'amour. On l'aime tous. Ah là, voilà. Qu'est-ce qu'il est beau, cet enfoiré. Putain, non, je te jure, ça m'angoisse de le voir. Qu'est-ce qu'il est beau, il est bien foutu, alors qu'il boit, il mange. C'est chiant, c'est nul. Est-ce que c'est pas trop chiant, les gens comme ça? Les gens beaux, c'est un enfer. Avec des corps de ouf, alors que vraiment tu dis, mais pourquoi moi je me bute au sport? Je te raconte une anecdote très rapide. Je fais une vidéo avec lui dans une chambre d'hôtel. Il y a la blonde, il y a lui. Et la vidéo, c'est la blonde qui se réveille en gueule de bois à côté d'un inconnu. Et l'inconnu, c'est lui, en fait, c'est Jérémy Frérot. Pas mal comme inconnu. C'est la première fois de ma vie que je le vois. Toute première fois. On se parlait que par message. La première fois, au bout de 10 minutes, je lui dis, mets-toi torse nu, mets-toi en caleçon, va dans le lit. Et donc moi, je sors d'une salle de bain avec une perruque mal coiffée, ébouriffée. Je vois Jérémy Frérot torse nu, gaulé comme un foiré. Et je le vois, je fais, waouh là là, ça n'a aucun sens. Et je l'ai insulté dans ma tête. On a envie de voir cette vidéo. Mais oui, non, mais elle est sur Insta. Ah bon, on va bien la regarder. Mais il y a des offs très drôles que vous ne verrez jamais.
Oh Est-ce que tu as une anecdote, tiens, d'ailleurs, sur ton spectacle, un petit truc à nous dire, une anecdote, ou dans un tournage, ou une anecdote qui t'a marqué, ou une rencontre, peut-être aussi, qui t'a marqué. Ça, là, elle m'a beaucoup marqué, je vais pas te mentir. Non, avec Kev aussi, ça a été... Pour moi, Kev, c'est vraiment un accomplissement. C'est le gars qui m'a donné envie, et je me retrouve aujourd'hui à lui demander des conseils, on s'appelle, on se voit, donc c'est comme un accomplissement. C'est comme, peut-être toi, dans la danse, tu avais un exemple, et tu l'as rencontré au bout d'un moment. Et vu que tu travaillais beaucoup, bah, vous êtes devenus proches parce qu'elle a vu que tu travaillais. Donc c'est super intéressant ce genre de rencontre. Comment tu as fait d'ailleurs pour arriver à faire les premières parties de Kev? De Kev, je l'ai harcelé. Ouais, je l'ai harcelé sur Facebook, sur Insta, sur tous les sites possibles. Il aurait LinkedIn, je l'aurais harcelé sur LinkedIn. Ouais, totalement. J'envoyais beaucoup de messages à toutes les boîtes de prod, à tous les humoristes quand j'étais jeune, avec des liens en privé. C'est trop bien. Je fais ça. Et j'ai eu la chance de faire des premières parties de Manu Payette, de Jérémy Crédville. Ah, j'adore Jérémy, moi je les adore, c'est vraiment des cœurs. Et c'est fou de me dire, en fait j'ai eu la chance parce que ce genre de personnes, au-delà d'être devenus des amis maintenant, ils m'ont pas déçu. Tu sais, quand tu les vois à la télé, parfois tu peux être un peu déçu. Oui. Mais eux, des amours. J'ai bien l'impression que tu n'as pas attendu que ça tombe dessus. Non. Non, mais en fait, j'aime bien aussi ce mood-là. Et tu vois, les gens qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio, il y a souvent ce truc de « Oh, ils ont de la chance, ils ont une super vie, ils montent sur scène, ça a l'air trop cool. » Ouais, mais en fait, cette chance, tu l'as provoquée. Elle n'est pas tombée du ciel. Ouais. Tu as fait en sorte que ça arrive. Mais c'est normal, tu vois, qu'ils aient ce genre de réflexion, je pense, parce que ça fait rêver et c'est beau, faire rêver, tu vois. Mais t'es pas arrivé, t'es pas tombé dessus, tu vois, t'as pas attendu dans son canapé. Mais le pire, c'est que tu te rends compte que quand tu avances et que tu travailles avec des gens où tu as l'impression qu'ils vont te faire évoluer et te percer, tu te rends compte que non, il va falloir toi-même que tu te bouges le derche et que tu travailles encore plus, parce que c'est pas eux qui vont t'aider, mais ils vont pas te lancer, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, tu te dis, qu'est-ce qu'elle a comme carte dans les mains? Alors, ça, je suis pas arrivé au bout. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Tu as les cartes? Qu'est-ce que c'est? Non, t'inquiète. Ce n'est pas du tout ton avenir. On va pas lire. C'est mes prochains dates? Il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est ça. C'est génial. Je vais te laisser penser à une situation, à quelqu'un, à quelque chose, à un truc que tu as envie qui arrive. Je veux pas savoir. D'accord. Tu nous le diras pas. Qu'importe le sujet, pense juste à ça. Et est-ce que tu peux tirer une carte? Tu auras un message des anges à ce sujet-là. Ouais, t'y crois ou t'y crois pas, mais moi j'y crois de ouf. Oh. Est-ce que tu peux nous lire la carte, mais sans nous parler du sujet? Et avec ta main gauche, la main du côté du cœur, s'il te plaît. Je suis gaucher, ça m'arrange. Alors. Je savais que tu allais prendre cette carte. Bah, parce que le cœur est sorti. Je savais que tu allais prendre celle-là, c'est marrant. Ok. Alors, tu peux nous lire la carte? Il y a marqué prière en gros. Ouais. Comme ce que j'ai fait pour avoir le bac. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Nous sommes à ton écoute. Qui sont les gens que je les appelle après? Demande. Alors, je ne sais pas quelle était ta requête, c'est ce à quoi tu pensais. Mais ça, c'est un truc un peu de manifestation. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Mais moi, j'aime trop cet oracle. Puis, je lis beaucoup de livres un peu là-dessus, tu vois, sur... Oui, t'es perché. Ouais, je suis un peu perché, ouais. Mais je vous en ai beaucoup parlé dans Avec ou sans sucre. Il y a un livre que j'adore. Je sais pas si tu aimes lire ce genre de livre, mais peut-être que certains n'ont pas eu la rêve de ce livre. On vous mettra le lien cliquable sous la vidéo. C'est Technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain. C'est un livre que j'adore. Et en vrai, c'est un peu ça. C'est quand tu veux quelque chose, bah, manifeste-le. Tu vois, visualise-le. Enfin, moi, vraiment, quand j'arrive sur une journée de tournage et que je sais peut être un peu comme tu vois très bien de quoi je parle, il peut y avoir du monde et ça va être une journée compliquée, tu vas te taper un prime, ta journée elle va durer 47 heures, tu vois à peu près. Et bien je visualise comment j'aimerais que ma journée se passe. T'y crois ou t'y crois pas, mais moi ça marche en tout cas. Donc je pense que c'est ça, si t'as envie d'un truc, c'est... tu visualises en train de le faire, ok. Ouais. Tu vois, je sais pas si je prends ton exemple, bon, t'as pas besoin de ça, mais tu vas faire une date qui te stresse peut-être un peu. Ouais. Bah, tu te visualises, tu sens l'odeur du théâtre, tu dis ok, je vais rentrer sur scène, ça va se passer comme ça, les gens vont crier, il va y avoir du bruit. Je visualise que je vais peut-être être en difficulté à ce moment-là, mais ça c'est ok. Et en fait, du coup, tu te sens en sécurité. Et moi, c'est un truc que je fais souvent. Ok. Qui me permet de me mettre en sécurité. Bah, j'essaierai de visualiser le canapé et être dessus. Et putain, je vais bien prier. Prie pour que la livraison arrive plus vite. Et ben, si elle arrive plus vite, crois-moi bien que je sais pas quoi. J'aurais dû penser à ça. Mais, merde, t'as pas pensé au canapé? Non.
Parce que franchement, ça aurait été drôle. Mais merci pour Demande, nous sommes à ton écoute. Appelle le service client. Merci beaucoup, David. Merci vraiment, à toi. C'était un super moment. N'hésitez pas à prendre des places pour son spectacle. Un spectacle qui s'appelle David Voinson. Ouais, c'est ça. Sur l'affiche, c'est un grand V. Belle affiche d'ailleurs, on t'a vu partout dans le métro. On peut ça quand tu étais au Casino de Paris. Enfin, moi, je te voyais à tous les coins du métro. Pour les Parisiens, vous savez de quoi je parle. Vous avez certainement vu l'affiche. Vous aussi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, c'était trop chouette. J'espère avoir l'occasion de venir te voir sur scène. Tu m'avais invité à venir lors de, justement de ta venue à Paris, tes 4 dates au Casino de Paris. Mon emploi du temps a malheureusement fait que je n'ai pas réussi à venir. Avant de terminer cette interview, on va faire un tout petit truc. Dis-moi. C'est une petite photo Paula. Bien sûr. J'adore immortaliser ce moment. Si t'es OK avec ça. Mais bien sûr. Trop Qui bien. dit non? Qui dit non à une petite photo Paula? Ah, mais après, ça met Les gens qui n'ont pas de canapé. Tiens, ils peuvent nous le dire parfois. Trop bien. Alors attends, je me mets comment? Tu veux que je me mette comment? Ah bah comme tu veux. Okay. Mais donne tout sur la photo. Est-ce qu'on voit bien mes chaussettes bleues? Ah waouh. 3, 2, 1. Trop bien. Merci beaucoup Thibaut. Eh bien, j'ai hâte de voir la petite photo. Elle va mettre un petit peu de temps à sortir. Mais... Elle va mettre 2 mois environ à sortir. Et tu sais que c'est trop bien, ça m'arrive très souvent de regarder le soir avant de dormir. Tu sais, je me dis, la grosse journée demain. Allez, vas-y. Ça marche bien, ouais. Non, mais même, regarde, tu vois, en fait, regardez tu vois tous mes polas là? Je sais pas si on les voit à la caméra. Ah oui, là-bas, là? Ouais. Bah, en fait, c'est tous les polas des invités que j'ai reçus dans Avec ou sans sucre. Et en fait, de cette saison seulement. Okay. Et je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir autant d'invités qui acceptent de venir dans ce podcast, qui acceptent aussi de se livrer, tu vois, parce que c'est pas facile de parler de soi. Rien que la première question que je t'ai posée, présente-toi. En fait, tu dois avoir l'habitude qu'on te présente. En fait, tu arrives sur un plateau, on te présente. C'est toujours les mêmes questions. Et en fait, tu sais exactement pourquoi tu es là, tu vois. On parle de la série, tu sais que tu parles de la série. Il n'y a pas de question de... Ouais. Dès que ça rentre un peu dans l'intime, on est un peu déboussolé. On est en mode, oula, attends, elle va viser vers où, là? Tu vois? Ouais, et puis on a l'habitude de parler de vous en tant qu'artiste. Et de parler de vous en tant qu'humain. Mais vous êtes ça aussi, avant tout, tu vois. Oui, c'est vrai. Surtout. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, vous mettre un petit pouce. Vraiment, ça nous aide beaucoup. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous embrasse et comme d'habitude, je vous dis à dimanche prochain. Merci. Pas mal, celle-là. Elle est belle, hein? Ah, elle est bien. C'est validé.